Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 24% des élèves français ne possèdent pas les compétences et connaissances scientifiques qui leur permettent de faire face aux situations de la vie réelle en rapport avec les sciences, selon l'étude PISA 2023 de l'OCDE. Alors que faire? Eh bien, par exemple, se transformer en s'aventurier. C'est le nom du dispositif créé par Ange Ansour. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrette. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire et d'éducation civique aujourd'hui pour l'actu politique du mois. Les Français sont appelés aux urnes les 30 juin et 7 juillet. Brandon revient sur les précédentes dissolutions de l'Assemblée, celle sous la Ve République. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, récré ciné. Il ne pouvait pas manquer en ce mercredi le Comte de Monte Cristo. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel pour des conseils parentalité. Aujourd'hui, comment gérer les crises émotionnelles des enfants. On va parler time-out, mais le time-out d'origine, pas le time-out mal compris parfois. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. 3 enseignants et 10 chercheurs ont mis la main à la pâte pour écrire ce livre Sciences et technologies CM1, CM2, 10 missions pour des apprentis chercheurs. C'est aux éditions Nathan et ça fonctionne aussi. On en parlera avec le site lea.fr. Ce livre, il est donc signé Patrice Clerc, Valentin Dulondel et Ange Ansour. Il repose sur une méthode de l'éducation par la recherche incarnée par le projet des Saventuriers École de la Recherche, dispositif né en 2013 à partir d'expériences menées. Ange Ansour, quand vous étiez enseignante, bonjour. Bonjour. On rappelle les grands principes des Saventuriers École de la Recherche? Alors, Saventuriers École de la Recherche est un programme éducatif à destination des élèves et des enseignants de la maternelle jusqu'au lycée et dont l'objectif est d'initier les jeunes aux méthodes, enjeux et éthiques de la recherche scientifique. J'ai fait un petit jeu de mots en intro avec la main à la pâte, oui, qui est un autre dispositif. C'est pas la même chose. Non, c'est pas super loin non plus, parce que l'idée, c'est qu'on va mettre en œuvre une démarche scientifique, mais c'est pas tout à fait pareil. Alors, je dirais qu'il y a une complémentarité, il y a une ancienneté de la main à la pâte de laquelle nous nous inspirons beaucoup. Néanmoins, notre objectif n'est pas de combler les connaissances scientifiques des enseignants, ni de donner des séquences clés en main. C'est de faire comprendre aux jeunes comment on produit un savoir. Qu'est-ce qui fait le lien entre ce manuel? Pourquoi je lui fais confiance? Je suis dans un environnement de journaliste. Qu'est-ce qui fait la différence entre une information d'un journal qui a été recoupée, qui est tout à fait véridique, et un savoir? Ce n'est pas le même statut. Donc voilà, donc c'est leur donner sens au métier d'élève et surtout découvrir les sciences telles qu'elles se font en laboratoire, dans des départements de R&D d'entreprise, et non pas simplement selon les découpages disciplinaires à l'école. Voilà, qui sont extrêmement étanches, comme chacun sait. Alors moins à l'école primaire, ceci étant, parce que les enseignantes et les enseignants à l'école primaire, ils ont la main sur l'ensemble de leur semaine. Et bien voilà, c'est le sens de cet ouvrage que je vais présenter aujourd'hui. Effectivement, il n'y a pas les disciplines scolaires, non seulement de leur étanchéité, mais le fait de les fabriquer des savoirs scolaires qui ne sont pas les savoirs de la vie réelle. Et bien on a décidé, face aux défis, tu viens de rappeler les chiffres complètement inquiétants. Comment faire pour enseigner en CM1, CM2 les sciences? Pourquoi ces classes? Parce que c'est une classe charnière entre l'école et le collège, et les découpages disciplinaires et l'entrée en abstraction. Et on s'est dit, on a pris mais littéralement toutes les notions qui sont au programme, les attendus des programmes, post-it par post-it, et il y en a quand même un nombre incalculable si on le reporte au nombre d'heures de sciences sur les 10 périodes scolaires de CM1, CM2. Infaisable. Trop de morcellement. Trop de choses, ouais. Et donc, on a décidé de redonner aux sciences leur cohérence. Les sciences, ce sont des questions qu'on pose au monde pour comprendre les phénomènes naturels et culturels. Et donc, on a créé 10 missions, et chaque mission rassemble les attendus des programmes dans une cohérence à la fois pédagogique, de faisabilité de classe, mais également épistémologique, c'est-à-dire on comprend les liens internes. Par exemple, la mission Capitaine Haricot contre les ténébrions. On va les raconter après l'émission. Voilà. Mais ce que je voudrais qu'on dise juste avant, c'est alors 2 choses. La première, c'est que chaque mission commence, il y a le bouquin, mais il y a le site internet, il y a des codes, des QR codes, et donc on flash le QR code, et là on a tout le contenu pour les élèves. Alors, on vous explique, c'est un... Mais on a une vidéo surtout. Ah, une vidéo on a un chercheur ou une chercheuse. Alors, comment on a conçu l'ouvrage? On s'est beaucoup amusé à le concevoir. Chaque vidéo, en fait, chaque chapitre est une mission scientifique autour d'une problématique large que nous avons élaborée, conçue, rédigée, vérifiée avec un chercheur. Le chercheur inaugure le chapitre avec une vidéo. Il se présente son domaine, son laboratoire, et il lance un défi à la classe qui correspond à la mission. S'ensuit de cette vidéo les différentes étapes de travail dans la classe. Et à partir de là, on se laisse guider par le bouquin où toutes les étapes sont présentées. Donc l'éducation par la recherche, ce n'est pas uniquement des principes, c'est une méthodologie de la classe. Donc nous avons pris la vie de laboratoire,
et on l'a transformé à hauteur d'élève. Et là, il y a 5 étapes. Donc la première, vous venez de la dire, c'est la problématique. On découvre le défi qui est proposé par un chercheur, une chercheuse. Ensuite, on va commencer par se renseigner, par se documenter. L'état de l'art. Un mot savant pour dire qu'on se documente sur les connaissances les plus récentes dans un domaine. Donc on a créé des vrais articles scientifiques avec les chercheurs qu'ils ont rédigés, on a des graphes, des données. Donc les élèves rencontrent les sciences par les savoirs déjà établis. Ils apprennent des mots, des méthodes, et ce qui leur permet d'entrer efficacement dans la troisième étape, qui est celle du protocole de recherche. Le protocole. Là, on va manipuler, on va extraire des données, on va calculer. Là, on rentre vraiment dans le labo. Et alors, il faut formuler des hypothèses. Exactement. C'est vraiment le boulot des chercheurs. Formuler des hypothèses. Mais ce n'est pas des hypothèses qui sont nées n'importe comment, parce qu'ils ont eu la vidéo du chercheur, ils ont eu l'état de l'art. Donc, leur travail est étayé. Et après, on fait les expériences. On a les résultats. Faut-il les interpréter? Et il faut extraire les données et ensuite les interpréter avec une méthodologie. Donc, on a donné des outils mathématiques, parce que les sciences, ça se traduit à un moment ou à un autre par des représentations, par des équations, des représentations graphiques, des données à traiter, à donner sens. Et à la fin, cinquième et dernière étape, on restitue, on publie. Et donc, on a donné... Et là encore, comme les vrais chercheurs, sauf que vous donnez la liberté de la forme, de restitution. Ça peut être un poster, ça peut être... Mais c'est comme les chercheurs. Ils font un article scientifique, un poster scientifique, une présentation scientifique ou une maquette. Et c'est là, les maquettes, c'est important, c'est une entrée dans la modélisation. Alors, vous avez commencé à citer quelques noms de missions, si vous voulez bien. Juste après l'anti-sèche de Brandon Noirette, on va raconter quelques-unes de ces missions. Sciences et technologies, CM1, CM2, 10 missions pour des apprentis chercheurs. C'est aux éditions Nathan, Patrice Claire, Valentin Dulondel, Ange Ansour, qu'on retrouve Ange juste après l'anti-sèche. Brandon Noirette. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dimanche, les Français sont appelés à une nouvelle fois aux urnes pour voter aux élections législatives. C'est le premier tour suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Et à cette occasion, vous revenez pour nous sur les précédentes dissolutions de l'Assemblée, du moins sous la Ve République, et qui à chaque fois ont amené à de nouvelles élections législatives. Et on va voir qu'il y a plusieurs catégories de dissolution. Exactement. Quoi ? Vous faites rire. 17 élections législatives depuis l'instauration de la Ve République. Il y a 5 dissolutions de l'Assemblée nationale par le président de la République dans l'histoire. Alors, les premières législatives remontent à 1958. Novembre 1958, 5 mois après le retour du général de Gaulle en tant que chef du gouvernement à cause de notamment la crise algérienne. Résultat, victoire écrasante du parti gaulliste. 4 ans plus tard, 1962, on a la première dissolution de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi ? Parce que les socialistes sont opposés à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Résultat, motion de censure qui annonce donc la dissolution de l'Assemblée nationale et écrasante majorité pour le parti gaulliste. Deuxième dissolution du général de Gaulle, c'est 1968, toujours lié à la crise, cette fois-ci mai 68, et donc les élections législatives. Alors, il prend un risque assez phénoménal, le général de Gaulle, parce que s'il se trompe, au revoir, il quitte le pouvoir. Et là, raz-de-marée à droite, ça fonctionne. 2 sur 2 pour le général de Gaulle. La suite, c'est avec François Mitterrand, 1981. Donc lui, au lendemain de son investiture, le président dissout l'Assemblée parce que les législatives à l'époque ne sont pas liées directement à l'élection présidentielle. C'est tous les 5 ans, la présidentielle tous les 7, donc il y a ce fameux décalage. Exactement, le décalage, 1978, et donc on a la majorité à droite. Cette fois-ci, il veut la majorité à gauche, donc il dissout l'Assemblée, 2 nouvelles élections et majorité à gauche. 5 ans plus tard, on a quand même un panorama assez particulier et inédit dans l'histoire de la Ve République. C'est la première cohabitation, 1986. Mais qui ne résulte pas d'une dissolution. Exactement. Donc au soir du second tour, la gauche, qui est au pouvoir depuis 5 ans, François Mitterrand ne dispose plus de cette majorité relative, absolue d'ailleurs. Il ne peut plus gouverner, donc il nomme quelqu'un de l'opposition. Cette fois-ci, c'est l'homme fort de la droite, c'est Jacques Chirac, qui est maire de Paris. 1988, François Mitterrand est réélu. La Chambre, on l'aura bien compris, est de droite depuis 1986. Et là... Oui, ces fois-ci, les résultats sont très différents. Il est fatigué de la cohabitation. Oui, il est fatigué de la cohabitation. Et les socialistes obtiennent donc une majorité relative. Donc 2 pour le général de Gaulle, 2 pour Mitterrand. 5e et dernière dissolution de l'Assemblée avant Emmanuel Macron. Eh bien, nous sommes en 1997. Le président de la République, très célèbre dissolution. Ça vous rappelle les souvenirs, Tout. Je suis un petit peu plus âgé que vous. Donc en 1900... pas celle de 58. Non, peut-être pas 62, ouais. Donc 1995, donc le président, c'est Jacques Chirac. Donc il bénéficie d'une très large majorité parlementaire. 2 ans plus tard, la situation économique se corse énormément et on a ce secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin, qui est en général le super Premier ministre, à vrai dire, on le dit, mais un homme de l'ombre. Eh bien, il lui dit la situation économique va être difficile. Il est préférable
avant d'attendre les législatives de 98 et pourquoi pas de dissoudre l'Assemblée maintenant, d'organiser de nouvelles élections et d'avoir une majorité et de repartir pour 5 ans. Sauf, donc il l'écoute, sauf qu'il dissout l'Assemblée. On se souvient de ces images, enfin vous vous souvenez de ces images, vous peut-être aussi à la télévision où il annonce cette dissolution totalement surprise et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, ça ne fonctionne pas, ça aboutit pas parce qu'on a des élections législatives donc, qui ont lieu quelques temps plus tard et donc cette gauche plurielle, le Parti socialiste, le Parti communiste, la gauche radicale et les Verts qui remportent le scrutin. Jacques Chirac doit nommer donc un homme fort de l'opposition, donc ce sera Lionel Jospin, et débute la 3e cohabitation, la plus longue de la Ve République, 1997-2002. Alors là, on a une suite, mais qui n'est pas dans le même sens, puisque lui, Lionel Jospin, l'homme fort, eh bien, il est éliminé au soir du premier tour en 2002, face à Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Au second tour, on se souvient, donc il quitte définitivement la vie politique, et Jacques Chirac est réélu. Vous voyez, donc la vie politique, c'est comme ça. Voilà. Un échec, une victoire, un échec, une victoire, et donc résultat, le 7 juillet pour savoir si ça fonctionnera ou pas du tout pour Emmanuel Macron. Quelques années après, on croyait les présidents un petit peu vaccinés contre les discussions hasardeuses depuis 1997. C'est un pari risqué. Voilà. Mais en tout cas, il peut entrer dans l'histoire si ça fonctionne. C'est un pari risqué. Oui, si ça ne fonctionne pas aussi, notez bien. Exactement. Oui. Ce ne sera pas au même chapitre. Merci beaucoup. On se retrouve à la récré. Allez. Formidable. Enjeu au Grand Oral. 35 000 élèves, 400 mentors, 30 000 enseignants sont engagés dans les actions des Saventuriers École de la Recherche. Et on en parle avec la fondatrice de ces Saventuriers, Ange Ansour, à l'occasion de la parution de Sciences et Technologies CM1, CM2, 10 missions pour des apprentis chercheurs aux éditions Nathan. Je ne suis pas enseignant, professeur des écoles en CM1, CM2, mais ne serait-ce qu'en tant que parent avec des enfants, on peut tout à fait se procurer le bouquin. Ça donne plein d'idées. Alors, il y a moins le côté collectif qui est extrêmement important dans votre démarche, mais malgré tout, on peut avoir plein d'excellentes idées, de choses à faire aux enfants. Alors, 10 missions scientifiques qui sont confiées à la classe, qui sont ancrées dans le réel, qui couvrent l'ensemble du programme, ça vous l'avez dit, qui permettent de faire des maths. Elles permettent aussi de faire du français, ça vous y tenez beaucoup. Oui, on y tient énormément parce que l'entrée en sciences est une entrée par le langage. Maîtriser la différence entre le français commun, polysémique, fluide, etc., et le français notionnel est une entrée dans l'abstraction. Avant même de faire des sciences avec les maths, la physique, la modélisation, les simulations, on en fait en comprenant la différence entre le mot chaleur, dans le sens ordinaire, il fait chaud aujourd'hui, et le mot chaleur, qui est une quantité en physique. Donc c'était très important, puis on rédige, on écrit. Et vous leur donnez un lexique scientifique, n'est-ce pas, aux élèves? C'est très important, oui, voilà, un lexique à chaque fois. Par discipline et un lexique général sur la méthode scientifique. Bien choisir ces mots. Et donc, ils vont rédiger énormément. Alors, il y a 10 missions. Vous nous disiez que vous aimiez bien Capitaine Haricot contre Ténébrion. Ah oui. Alors, ça consiste en quoi? Bon, déjà, c'est la première. Un haricot avec un bandeau sur les yeux et une cape, c'est pas mal déjà. C'est mieux que Marvel. C'est pour étudier le cycle de vie, les interactions entre le vivant. Donc, au lieu de faire des petites manips, les élèves vont comparer un vivant végétal, un vivant animal. C'est le ténébrion, le vivant animal. Vous connaissez le ténébrion? Non. D'accord, moi non plus. Je vous le dis tout de suite. C'est le verre de farine. Ah, oh là là. Voilà. Donc, verre de farine, ça ne fait pas Marvel. Ténébrion, c'est plus chic. C'est beaucoup plus chic. Voilà, Ténébrion, c'est tout de suite Marvel. Là, on est sur Ténébrion. Et donc, ils vont comparer parce que le chercheur qui a conçu pour nous la mission est spécialiste de l'évolution et de l'adaptation des espèces et ils font des études comparatistes. Et donc, les élèves vont se transformer en enquêteurs sur la comparaison de le cycle de vie intégral d'un ténébrion et d'une graine de haricot. Voilà, et je crois qu'il y a un petit conseil sur la fin, non? C'est ça que... Il ne faut pas les relâcher dans la nature. Ah non. Dès qu'on travaille avec le vivant, il y a des règles éthiques, donc ils sont initiés dès le plus jeune âge aux règles éthiques de manipulation du vivant en cadre de laboratoire. Comment le préserver, comment le conserver, ne pas créer des intrusions dans la nature, comment s'en débarrasser. C'est un peu plus dur, mais le ténébrion, c'est pour ça qu'on le conseille. C'est la son ténébrion. Non, justement, les ténébrions, que ce soit en famille ou en classe, on le congèle ou on peut le laisser sans manger et sans boire pendant toutes les vacances. Il survit très bien. C'est pas un problème, c'est très pratique. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Équilibrunch, un mélange du brunch qu'on mange et de l'équilibre. Et ça, on peut le faire même avec la cantoche et tout. Ah, mais c'est fait pour ça. Voilà. C'est fait pour ça. À l'heure où on dit aux enfants et aux familles et aux enseignants, changement climatique, dérèglement, quelles sont les échelles? On sait très bien que la bonne échelle, c'est savoir quantifier, il y a quelque chose que les élèves peuvent faire. Donc, avec Cécile Bandé, postdoc à l'Institut Max Planck en Allemagne, nous avons conçu ce chapitre pour que les élèves quantifient
le repas de cantine, est-ce qu'il répond à leurs besoins nutritionnels? Est-ce qu'il est équilibré? Et vraiment, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon? Ça, c'est une autre chose. Mais on a pris des données c'est une chose importante. Bon, oui. Voilà, mais ça, on ne discutera pas des goûts et des couleurs. Non, on s'adresse à vrai. une dizaine de milliers d'enfants. Mais ils vont prendre les données de l'ANSES. L'Agence nationale de sécurité. Vraiment, oui, l'Agence nationale de sécurité et de santé alimentaire. C'est ça, alimentaire. Qu'on a adapté aux jeunes, parce que les données brutes sont difficiles à traiter pour eux, et donc ils ont des tableaux de comparaison. Ils vont quantifier leur propre repas, le reporter, analyser, et à la fin, ils vont concevoir un repas équilibré et quasiment zéro déchet. Ce qui est quand même formidable. On a parlé dans cette émission récemment des exoplanètes. Et là, vous avez aussi un défi, une mission. Ça s'appelle Luminombre. Luminombre, parce que vous savez, dans les programmes de premier degré... Peut-être qu'on rappelle déjà ce que c'est qu'une exoplanète. Alors, une exoplanète, c'est une planète... Parce que c'est une découverte récente, finalement. Oui, enfin, découverte. 1995. Oui, voilà. 1995, nous savons qu'il existe des planètes... Oui, pour moi, c'est récent, 1995. C'est Brandon dirait... Ouais, la date de naissance. Oui, non, mais je sais bien. C'est le siècle dernier. Voilà. 1995, nous nous rendons compte qu'il existe des planètes en dehors du système solaire. Du système scolaire aussi. Voilà, en dehors du système solaire, c'est une grande découverte, un bouleversement de l'astrophysique. Et il y a différentes techniques, et une des techniques s'appelle le transit, c'est-à-dire l'espèce de jeu d'ombre et de lumière que fait une planète en transitant, en passant devant son étoile. Et ben on s'est dit, c'est parfait. Dans le programme de premier degré, les enfants doivent à la fois étudier le circuit électrique, le système de la Terre, tout un tas de notions en optique. Et au lieu de faire des petites manips indépendantes, et ben on a décidé que tout cela va être une mission. On va créer un circuit électrique pour créer le système étoile, planète. On va modéliser et les enfants en classe vont se transformer en chasseurs d'exoplanètes et ils vont modéliser, parce qu'en science aujourd'hui on travaille beaucoup par modélisation et simulation, et les autres vont analyser atmosphère, composition, est-ce que c'est une planète tellurique, atmosphérique, a-t-elle une atmosphère ou pas, des nuages ou pas. Et ça, c'est génial. Luminombre, Captain Haricot contre Ténébrion, Faustine Cantaloupe, Glider, Evoluscope, Infernomètre, Gulfstream, Équilibrage de la Cité, mission Galilée, mission Volcanobot et mission Zomboitier. On dira un mot de Zombois tout à l'heure si vous voulez. Bon, allez, on le fait après la récré. Une récré ciné. Et une récré ciné, comme c'est normal, c'est un mercredi. Alors là, vous êtes servis, puisqu'on essaie de croiser évidemment les disciplines ici sur School TV dans la quotidienne. Et donc c'est un film et c'est Monte Cristo. Adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Oui. Et je crois qu'en plus c'est réussi. C'est évidemment, c'est pas réussi. On va en parler. C'est plus que réussi. Effectivement, c'est plus que réussi. Oui, 1844, Alexandre Dumas. On rappelle l'histoire. Vous l'avez lu ou pas? Oui, on l'a tous lu à l'école ou presque. Hein. Il est d'ailleurs dans le programme. Donc l'histoire rapidement. Donc Edmond Dantès, un jeune marin qui, lui, il est victime d'un complot à cause d'amis jaloux. Donc il est enfermé sur l'île du Château d'If pendant 14 ans, il rencontre un homme, l'abbé Faria, qui va l'aider. Pour un crime qu'il n'a pas commis, quand même. Voilà, pour un crime qu'il n'a pas commis. Oui, c'est surtout ça. Ça énerve un petit peu. Et donc, après 14 ans, donc, on lui parle, donc l'abbé lui parle d'un trésor qui se trouve sur l'île de Monte Cristo. Il s'échappe, il trouve ce trésor et il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo. Il devient riche, très riche, et il va se venger contre les 3 personnes qui l'ont trahi quelques années plus tôt. Là, on parle quand même. On a un casting XXL. On a Pierre Ninet en comte de Monte Cristo, on a aussi Anaïs Desmoustiers, on a aussi, comment il s'appelle Laurent Lafitte peut-être. Et Laurent Lafitte aussi, qu'on adore détester dans ce film. C'est toujours Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte qui étaient déjà sur les précédents films des 3 mousquetaires. Et donc on regarde la bande-annonce. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Je suis l'abbé Faria. Edmond, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous?
Je suis le comte de Monte Cristo. Bon, on spoil direct, c'est super. Oui, franchement, c'est assez incroyable. Si vous avez aimé le roman, vous allez forcément adorer le film. Gros budget, on parle de 45 millions d'euros quand même pour un film français, c'est assez colossal. Alors, c'est toujours le même producteur, Dimitri Rassam, qui avait déjà produit donc Les Trois Mousquetaires, même réalisateur, même scénariste. Et pour vous donner une idée quand même, il a été présenté hors compétition en avant-première au Festival de Cannes il y a quelques semaines. Et Standing Ovation, 12 minutes d'applaudissements. C'est pas mal. Bien plus que tous les autres films. Et alors, c'est d'autant mieux que c'est pas la première adaptation du roman. Oui. Loin s'en faut, c'est là. Oui, 29e, Ouais. c'est ça. Et il y a déjà eu, alors on se souvient surtout de l'adaptation télévisuelle avec Gérard Depardieu en 1998 qui avait récolté tous les plus grands prix pour la télévision. Là, franchement, le jeu de Pierre Ninet, le jeu aussi de l'abbé Faria, c'est Francesco Favino qui joue incroyablement bien. Il reste pas longtemps dans le film, mais c'est extrêmement bien joué. Il y a quand même, alors un budget important, il faut le dire. Le film sort, c'est le premier film de l'été. Souvent, le premier film de l'été annonce énormément de spectateurs. Il y a eu 3 millions et 2 millions pour les précédents films, toujours pour le même réalisateur et la même équipe. Là, franchement, on mise sur un 5 millions, ça va cartonner. C'est vrai. Il est excellentissime, les décors. 3 heures quand même. 2h58. Ouais. Ça, c'est le petit hic parce que c'est toujours difficile dans une salle de cinéma. Mais franchement, le film, on s'y prend. On a l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes. C'est extrêmement bien joué. Les décors, les costumes, tout est magnifique. Donc allez-y, c'est le film de l'été. Et en plus, vous cultivez. Ah oui, et en plus, et puis on peut aussi dans le sens Vous avez inverse. le droit de lire le roman d'abord. Ben voilà. Voilà. Brandon, merci beaucoup. Enjanceux au Grand Oral. Je me suis rendu compte qu'il y avait une limite à l'accès à ce type de pédagogie complexe à mettre en œuvre. Les obstacles sont de nature variée, le temps dont on dispose, la formation initiale, les moyens à disposition dans l'école ou la classe. Il y a aussi des écueils possibles. Comment ne pas tomber dans les travers des pédagogies de projet? Comment distinguer approche constructiviste et initiation à la production des savoirs? Voilà ce que confie récemment Enjanssour au cahier pédagogique à l'occasion de la parution de ce livre Sciences et technologies, 10 missions pour des apprentis chercheurs, CM1, CM2. Ça vient de sortir chez Nathan. C'est quoi les travers vraiment des pédagogies de projet? Parce que nous, ici, notamment dans la rubrique de Marie-Olivier, on en parle souvent des pédagogies de projet. On pense dire que c'est chouette la pédagogie de projet, c'est pas bien? Ah si, c'est très très bien. Néanmoins, comme toute pédagogie, ce qui est important, ce sont les intentions derrière. Comment on donne du sens à chaque acte, à chaque situation pédagogique. Et les recherches ont montré néanmoins que la pédagogie de projet peut être difficile pour les enfants pour les élèves, qui ont le plus de difficultés scolaires. Donc comment faire pour garder l'aspect motivationnel, la possibilité d'aborder des sujets complexes qui sont impossibles à aborder dans des séquences limitées, notamment pour tout ce qui relève, par exemple, aujourd'hui, de l'environnement, des climats, qui sont des projets complexes. La pédagogie de projet est incontournable. L'idée, c'est de mettre des jalons, des garde-fous, rappeler les intentions pédagogiques et donner aux élèves des repères dans la démagogie. Voilà, et c'est tout ce sur quoi vous insistez, vous, Exactement. beaucoup dans votre travail, Voilà. qui est, enfin ça renvoie globalement à la formation des enseignants, mais ça va être de bien étayer les choses, de bien l'idée d'être dans l'explicite, de ne pas laisser traîner des choses qui vont perdre les élèves les plus fragiles. On a défini quelques gestes pédagogiques, contextualisés, explicités, étayés, mutualisés, faire réaliser les tâches, distinguer l'activisme des élèves de l'activité cognitive, qui sont deux choses différentes. Oui, c'est pas parce qu'on fait plein de trucs, on apprend plein de trucs. Et voilà, donc Ça marche pas tout seul. Voilà, et surtout aider les enseignants à sortir des silos. Je vais faire la démarche d'investigation, je vais faire la démarche de projet, etc. Donc de leur dire, avec une bonne explicitation pédagogique, même copier du tableau peut avoir du sens. Les entretiens qui ont été réalisés lors d'une évaluation de Saventurier révélaient, je cite, une évolution des représentations des élèves vers une vision plus ouverte et itérative de la recherche. Je crois que ça datait de 2016 ou 2018, je me souviens plus. C'est une évaluation faite par l'Université de Mons, qui était assez précoce. Est-ce que vous continuez à constater tout ça? Est-ce que vous continuez à dire, finalement, ça fonctionne, les élèves, ils en sortent transformés? Alors, ils en sortent transformés avec des meilleurs résultats, parce qu'il y a eu d'autres petites évaluations par la suite, avec une meilleure compréhension de la nature de l'activité scientifique, une meilleure connaissance, plus de méthodos, la capacité de réinvestir et une meilleure expertise chez les enseignants. Et fort de ça, nous avons décidé de ne pas le faire uniquement à l'école. Donc maintenant, on fait des science camps, qui sont des projets s'aventuriers. Science camp. Oui, des camps. Pour les vacances. Pour les vacances, sur les campus universitaires partenaires. Génial. À Saclay. Il y en a cet été? Ah ben, il y en a plein. Il reste de la place? Eh non, plus tellement. Mais il y en aura tout le temps. On a vraiment. Vous allez en refaire. Et c'est vraiment dire, comme tu venais de le dire, cet ouvrage peut être utilisé par les enseignants, par les parents, et donc à l'université Paris-Saclay, à l'ENS, Ulm, à PSL, à Cergy. Paris Sciences et Lettres. Paris, voilà. Donc faites
Fête des sciences. Il y a la fête de la science qui a lieu chaque année. Fête des sciences, fête la curiosité, comprendre le monde, ouvrir la boîte du monde, ne pas l'accepter tel qu'il arrive. Et éclatez-vous autant que vous vous êtes éclaté à faire ce bouquin. Je redonne le nom de vos co-auteurs, Patrice Clair, Valentin Dulondel, et puis il y a ces 10 chercheurs, chercheuses qui vous ont aidé à faire. Je salue Valentin et Patrice et tous les chercheurs. C'est grâce à eux que ça peut. Super. C'est venu. Vous restez avec nous. C'est jour de conseil de famille. On va voir ce qu'on peut faire quand les enfants deviennent très très compliqués. Âge qui ont des petites crises émotionnelles. Ce qui vous est jamais arrivé à vous rendre non. Non, plus émotionnel. C'est Bouddha. Conseil de famille. Candice, bonjour. Bonjour. Conseil de famille. Aujourd'hui, on parle des crises émotionnelles des enfants ou des adolescents. C'est un vrai défi pour les parents. On a beaucoup parlé, et vous allez nous en reparler, du time-out, parce qu'il y a, j'allais dire, le bon et le mauvais time-out. Et nous, on va évidemment s'intéresser au bon. Oui, nous connaissons tous cette phrase merveilleuse où nos enfants se transforment en volcan émotionnel, prêt à entrer en éruption à la moindre contrariété. Porte qui claque, ton qui monte, paroles qui blessent. Et si on pouvait éviter ça? Eh bien, j'ai une solution pour vous, ça s'appelle donc le time-out. Donc non, ce n'est pas une pause pour aller chercher un café, ni une pause pendant un match de foot, mais bien une pause stratégique pour calmer les esprits. Alors on va définir ce qu'est le time-out, parce qu'il y a eu beaucoup de fausses choses qui ont circulé. C'est un peu votre super pouvoir de parent pour gérer les crises sans perdre pour autant votre santé mentale. Alors il s'agit d'une stratégie de communication qui est utilisée pour prévenir l'escalade des conflits en prenant une pause, donc lors de discussions qui deviennent trop émotionnellement chargées. Donc cette approche, elle va permettre à chacun de réfléchir sur le problème, de reprendre la conversation après avec une perspective beaucoup plus calme. Donc c'est pas du tout une punition, c'est vraiment important de le dire, mais c'est un outil de gestion de soi et de respect mutuel. Donc lorsque les émotions deviennent vraiment trop intenses, prendre un time-out, ça va éviter en fait que les situations s'escaladent, que les paroles ou les actions soient blessantes et qu'elles puissent être regrettées en fait plus tard. Ouais, on stabile le boss 15 fois, c'est pas une punition, c'est un outil de conversation, un outil d'échange. Dans quelle situation c'est pertinent? Par exemple, si une conversation sur les devoirs ou les sorties avec les amis commence à se transformer en cris et ça monte, un time-out, ça peut désamorcer la situation. Si l'adolescent ou le parent, par exemple, commence à se sentir complètement submergé par la colère, la frustration, la time-out ou la tristesse, pareil, on sort le time-out. Ou lorsque les deux parties tournent complètement en rond et répètent les mêmes arguments sans progresser, ça peut être également utile. Et ça se déclenche comment? On ne hurle pas time-out? Non. On va le proposer en expliquant que la pause est vraiment nécessaire pour le bien de tous. Donc, par exemple, je pense que nous avons tous les deux besoin, là, d'un moment de calme pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Je te propose qu'on prenne 10 minutes chacun de notre côté et on revient ensuite pour en parler. Donc, c'est un peu comme si on fait pouce. En fait, donc on peut utiliser un mot de passe, un geste, une phrase. Et alors surtout, ce qui est important, c'est que ça ne soit pas trop long. Durée du time-out. Exactement. Entre 10 et 15 minutes, ça suffit. Pas trop long, sinon le sujet devient obsolète. Et pas trop court, sinon on n'a pas le temps de se calmer. En gros, pendant le time-out, justement, on va faire quelque chose qui calme ou qui distrait, une promenade, un peu de lecture, de la relaxation, de la respiration, pour revenir à un état émotionnel vraiment plus détendu. Et ensuite, on revient au bout des 10-15 minutes à la discussion. Un petit cas pratique pour illustrer ça? Oui, alors imaginez la scène. Votre ado revient du collège, il est en furie, balance son sac à travers la pièce comme s'il balançait une grenade, et vous lui dites... il vous dit jeudi sous l'Assemblée, non pardon. Ouais, c'est un peu ça. Excusez-moi, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais les maths, c'est nul, le prof, il me saoule, et toi, de toute manière, tu comprends rien. Bon, à ce stade, vous avez deux options, soit vous vous transformez en Cruella, et vous montez, vous aussi, le ton, soit... vous dégainez votre arme secrète. Time out. Bon, ok, je vois que là, tu es clairement en colère. Je te propose qu'on prenne tous les deux ce temps nécessaire, 10 minutes chacun de notre côté, et hop, on va respirer un grand coup. Pendant ce temps, votre enfant va dans sa chambre, peut-être qu'il râle un peu, peut-être qu'il se calme, il réfléchit, et puis vous pouvez manger des carrés de chocolat, parce que le chocolat, c'est bon, il y a du magnésium, c'est bon pour l'anxiété, c'est bon contre le stress. L'important, on a dit, c'était décompresser. Donc bon, voilà. Au bout de 10 minutes, vous vous retrouvez, les volcans se sont calmés, la lave émotionnelle a cessé de couler, et vous pouvez enfin parler sans que ça ressemble justement à un débat présidentiel. Bon alors, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu en colère? T'es en colère. Et là, c'est là qu'il va vous dire, les maths, c'est trop dur et je comprends rien. Et bam, vous mettez le doigt sur le vrai sujet. Donc en fait, en un mot, le time-out, c'est un super allié.
C'est un super allié, utilisez-le, c'est vraiment magique, surtout si ça commence à prendre des proportions trop importantes à la maison. C'est vraiment, hop, on sort le time-out. Super. L'émission touche à sa fin. Je vais avoir besoin d'un gros time-out si on n'arrête pas là maintenant. Donc on arrête. Mais je vous dis merci, Candice, Ange, merci beaucoup. Vous lisez le bouquin. Merci aussi beaucoup à toute l'équipe de l'émission au maquillage. Emma Razafin, Dralambeau, Marine Plantec en régie. Elle a préparé l'émission avec Pénélope Day en régie. Elle est avec Claire Tchapiouk aujourd'hui. Au son, Thibaut Goury-Lafont, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV. On se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Non, pas de time-out.